plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029 ». Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Caron-Lapinière remplace Madame Pras Darcy-Magui. Monsieur Fontessia Laurier-Dorion remplace Monsieur Leduc Hochelaga Maisonneuve. Et Monsieur Boissonnoir-Tabasca remplace Monsieur Bérubé Matane-Matapédia. Merci beaucoup. Alors, ce matin, voici l'ordre du jour. Nous allons entendre les groupes suivants. La Fédération étudiante collégiale du Québec, qui est ici même représentée par, je vais vous le dire, Monsieur Christopher Zéphir, qui en est le président, ainsi que Madame Clémentine Bergeron-Isabelle, qui en est la vice-présidente. Nous allons poursuivre avec l'Association des collèges privés du Québec, ainsi que l'Association des collèges privés non subventionnés. Alors, les auditions commencent dès maintenant. Alors, bienvenue à vous deux. Vous allez, comme il se doit, bénéficier d'une période de 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre mémoire, vos commentaires. Et par la suite, nous allons entamer la période de discussion avec les parlementaires. Alors, la parole est à vous. Bonjour tout le monde, membres de la Commission. Merci de nous recevoir aujourd'hui afin qu'on puisse vous exposer les positions de la FEC quant à la planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029. Je m'appelle Christopher Zéphir, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec et je suis accompagné par la vice-présidente Clémentine Bergeron-Isabelle. La FEC représente 70 000 personnes étudiantes présentes dans 28 associations étudiantes membres et divisées dans 13 régions administratives de l'Abitibi jusqu'en Gaspésie. Toutefois, aujourd'hui, la FEC a la responsabilité de représenter toutes les personnes étudiantes du réseau collégial du Québec, car pour la première fois, la planification pluriannuelle souhaite intégrer explicitement la dimension de l'immigration temporaire, soit la population étudiante internationale. Avant de commencer, la FEC souhaite rappeler que l'accueil des étudiants internationaux représente un investissement précieux dans la richesse culturelle, linguistique et académique du Québec. Depuis 1970, le réseau collégial a décidé d'investir dans l'internationalisation de son enseignement. La FEC tient à le souligner clairement, les personnes étudiantes internationales ne sont pas des statistiques destinées à remplir des quotas. Elles forment une population particulièrement exposée à la précarité étudiante, car il est de la responsabilité du Québec, qui a lui-même choisi d'élargir son offre d'enseignement à l'international, de leur assurer des conditions d'accueil et de vie décentes. On ne peut pas, d'un côté, chercher à attirer ces étudiants et, de l'autre, minimiser leurs besoins ou les difficultés qu'ils rencontrent. L'augmentation marquée de la population étudiante internationale dans le réseau collégial a apporté son lot d'opportunités. Indéniable. Mais elle s'est aussi accompagnée d'une hausse importante des besoins en matière d'accueil, d'intégration et d'adaptation des services qui ne peuvent être ignorés. De plus, la FEC exprime une réserve importante quant à l'utilisation de la notion de capacité d'accueil pour établir les seuils migratoires, notamment dans le réseau collégial. Présentée de façon floue par le gouvernement et sans indicateur clair, elle risque d'être appliquée de façon arbitraire au détriment des étudiants internationaux. Dans le réseau collégial, cette capacité ne se limite pas aux places disponibles. Elle dépend aussi des ressources pédagogiques en logement et en intégration qui varient selon les établissements et les investissements publics. La FEC rappelle que la capacité d'accueil est une donnée modulable liée aux choix politiques et budgétaires. Plutôt que de l'utiliser comme outil de restriction, elle devrait servir à planifier positivement, identifier les besoins du réseau, financer les ressources nécessaires et suivre leur évolution dans le temps. Il y a moins d'1 an, la FEC était dans la même salle pour défendre les intérêts étudiants lors des consultations du projet de loi 74. Aujourd'hui, la loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. Lors des consultations sur le projet de loi, la FEC avait déjà exprimé ses inquiétudes quant à cette nouvelle répartition des pouvoirs, estimant qu'elle pourrait créer des divergences d'intérêts entre le MIFI et le MES. En effet, le MIFI a pour mission de sélectionner les personnes immigrantes répondant aux besoins du Québec. Ces inquiétudes se sont avérées vraies, considérant la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque la planification des personnes immigrantes temporaires est prise en compte aux côtés de l'immigration permanente qui suit des objectifs bien différents qui sont incompatibles avec l'internationalisation de l'enseignement au collégial. Un autre aspect incontournable, c'est le fait que depuis le 31 octobre 2024, le gouvernement a suspendu l'accès au PEC, volet diplômé, évoquant un dépassement des cibles d'immigration permanente. Pour le réseau collégial, cette suspension a des effets concrets. Le PEC constituait un levier d'attraction et de rétention importante, notamment en région.
Sans cette voie claire vers la résidence permanente, plusieurs diplômés pourraient choisir de quitter le Québec malgré leur profil généralement aligné avec les priorités gouvernementales, notamment sur la jeunesse, leur haut niveau de scolarité, leur bonne maîtrise du français et leur présence déjà établie sur le territoire. Les résultats révèlent que la possibilité d'obtenir la résidence permanente représente un facteur déterminant dans le choix d'étudier au Canada. 37% des répondants la considèrent essentielle et 30% très importante. La FEC rappelle que le PEC veut les diplômés n'est pas qu'un programme d'immigration. C'est un outil stratégique pour la vitalité des cégeps et des régions. En contexte de pénurie de main-d'œuvre et de vieillissement démographique, il est essentiel de préserver un accès équitable et prévisible à ce programme, en misant sur des incitatifs à la régionalisation plutôt que sur des restrictions qui nuisent à l'attractivité du Québec. La FEC souhaite d'abord réagir à l'orientation 1 du plan, qui ne tient pas en compte des spécificités de la population étudiante internationale, PEI. Ces étudiants sont déjà bien intégrés au Québec, tant sur le plan linguistique, social, et contribuent activement à la vitalité académique, économique et culturelle, particulièrement en région. Une réduction globale des admissions, comme celle de 13% prévue par le programme d'étudiants étrangers pour 2026-2029, pose un risque majeur pour la pérennité et la diversité de l'offre collégiale. Plusieurs cégeps, notamment en région, dépendent de la PEI pour maintenir ouverts des programmes techniques essentiels. À ce jour, 37 programmes de technique dépendent directement de cette population, dont 86% en région. Sans ces étudiants, certains programmes pourraient être fermés, privant d'autres jeunes d'un accès à la formation souhaitée. La PEI représente aussi un apport économique important. Elle génère plus de 62,8 millions en valeur ajoutée et en soutiennent plus de 677 emplois, dont une grande part de ces secteurs en pénurie de main-d'œuvre. En région, les retombées sont particulièrement significatives. Elles représentent 63% des impacts économiques totaux. La FEC insiste, toute planification migratoire doit tenir compte des réalités du réseau collégial. Des mesures uniformes sans nuance risquent d'avoir des effets disproportionnés sur les cégeps. Concernant l'orientation 3, la FEC souligne que si l'objectif de renforcer le français est légitime, il doit être adapté à la réalité des étudiants internationaux au collégial. En 2024, selon les données gouvernementales, plus de 3/4 des titulaires de permis d'études valides déclarent parler français, ce qui signifie que la cible fixée est déjà atteinte dans ce segment. La question n'est donc pas d'hausser cette proportion par des restrictions supplémentaires, mais d'assurer un accès équitable à des parcours de francisation de qualité, adaptés aux profils variés des personnes étudiantes. La francisation doit être envisagée comme un processus continu qui accompagne la PEI tout au long de son parcours, de l'accueil jusqu'à l'insertion sur le marché du travail, et non comme un simple critère d'admissibilité. Dans le contexte d'aujourd'hui, la diversité géographique et culturelle de la PEI constitue une richesse essentielle pour le réseau collégial et pour la société québécoise. En élargissant le recrutement à un éventail plus varié de régions dans le monde, les établissements réduisent leur dépendance à un nombre restreint de marchés, ce qui les protège contre les fluctuations politiques, économiques ou diplomatiques pouvant affecter certains pays. Il n'est donc pas souhaitable que les politiques d'immigration et de rétention créent des biais injustes selon le pays de provenance des étudiants internationaux qui déposent leurs demandes. De plus, la FEC considère qu'il est plus pertinent de maintenir l'accès pour la PEI provenant de pays non francophones en leur offrant des parcours de francisation adaptés, accessibles et bien financés afin de concilier apprentissage du français et réussite académique. Offrir un soutien linguistique de qualité dès l'arrivée permet une intégration plus durable sur les plans académiques, social et professionnel, tout en préservant la diversité des origines qui enrichit le réseau collégial. Pour l'orientation 4, la FEC pense que la rétention de la population étudiante internationale ne peut se limiter à un indicateur statistique. Elle doit s'appuyer sur des conditions concrètes qui permettent aux diplômés des cégeps de s'établir durablement au Québec. Un accès clair et adapté à la résidence permanente, des services de francisation et d'employabilité bonifiés, ainsi que la reconnaissance de leurs compétences sur le marché du travail. Une stratégie efficace de rétention doit aussi soutenir la régionalisation en offrant des incitatifs aux diplômés qui s'installent en région et en appuyant les cégeps qui facilitent leur intégration locale. Pour la FEC, l'intégration réelle passe par l'amélioration des conditions de vie pendant les études. Cela inclut l'accès à des services linguistiques, des services de santé mentale, de logement, de soins et d'intégration sociale. Miser sur ces leviers favorise la réussite éducative et renforce l'attachement des étudiants au Québec, augmentant ainsi leurs chances qu'ils y construisent leur avenir. Enfin, le dernier commentaire de la FEC porte sur l'orientation 5. Bien qu'elle mise sur l'immigration économique, cette orientation ne traite pas des dérives liées à la marchandisation de la population étudiante internationale dans le réseau collégial. Le manque de balises claires, surtout dans le secteur privé non subventionné, a permis l'émergence d'un modèle axé sur le profit,
avec un recrutement massif, souvent concentré sur quelques pays d'origine et des formations de courte durée. Cette logique gagne désormais le réseau public où 37% des collèges souhaitent ouvrir des AEC destinés aux personnes étudiantes internationales et 32% visent à accroître leurs revenus. Or, les établissements publics ne devraient jamais avoir pour objectif principal de générer des profits. Peu importe les différences entre un réseau public et privé, la qualité de l'enseignement doit primer sur toute considération économique. Merci. Merci beaucoup pour cette première partie. Alors, on entame la deuxième partie, c'est-à-dire les échanges avec les parlementaires. On va commencer avec le ministre pour une période de 16 minutes 30 secondes au total. Alors, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je salue les collègues que je retrouve, Madame la sous-ministre, les collègues qui sont présentes ce matin. Et les premiers groupes à présenter cette semaine, la FEC, la Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci d'être venu. Merci d'être venu en présence. J'apprécie de vous voir. On a fait trop de Teams dans les dernières années, donc je suis content de vous voir là. J'apprécie toujours d'avoir l'éclairage des étudiants collégiaux. Commencer mon implication dans le mouvement étudiant. À l'époque, c'était pas l'UEC, c'était la FEUC. Hein? Il y avait la FEC et la FEUC, la Fédération étudiante collégiale. Oui, je sais, j'ai plus de 50 ans. Et avant l'UEC, c'était la Fédération étudiante universitaire. On partageait nos locaux sur l'avenue Mont-Royal, donc ensemble, sur le même étage, FEC et FEUC, même pied carré, même secrétariat, même logo, presque. Donc, je suis très sensible à l'éclairage que vous portez, à l'écho du terrain, puis à l'écho du mouvement étudiant, mais des étudiants aussi. Je trouve ça complémentaire, l'éclairage que vous apportez par rapport à ce qu'amènent d'autres groupes. Et à cet égard-là, je vous remercie d'avoir pris la peine de faire la mémoire puis de venir nous présenter ça. Vous n'êtes pas favorable à avoir une orientation de réduction d'environ 13 % là, du nombre d'étudiants étrangers ou internationaux sur l'horizon de 4 ans. J'aimerais comprendre un peu plus pourquoi. Ce que je comprends, c'est qu'en ce moment, il y a eu une baisse cet automne de l'effectif des nouveaux arrivants là, pour les étudiants, les nouveaux étudiants internationaux. D'après ce que je comprends, la cible que l'on met, ce serait plus tellement un plafond qu'un plancher, parce que ce que je comprends, c'est que plusieurs institutions universitaires et collégiales pourraient avoir une stabilisation, même des hausses d'effectifs étudiants pour atteindre cette cible-là. Parce qu'il me semble qu'il y a eu cette année une baisse de plus que 13 %. Donc, quelle est votre analyse de ça? Pourquoi vouloir davantage d'étudiants internationaux que ce qu'on a en ce moment sur le territoire québécois? Bien, c'est sûr que cette richesse que ces étudiants internationaux sont quand même très importants pour la vitalité de plusieurs cégeps, notamment plusieurs cégeps en région, puis plusieurs programmes qui dépendent d'étudiants internationaux, puis qui favorisent certains programmes. Puis c'est aussi à dire que ces étudiants sont quand même très impliqués dans la société québécoise, participent, travaillent, étudient, participent à la francophonie. Alors pour nous, c'est quand même très important que qu'il n'y ait pas une baisse de ce niveau d'immigration. Après ça, au niveau des quotas d'immigration, on pense que c'est quand même la priorité de l'enseignement supérieur et que ces intérêts ne soient pas, ne soient pas mis à quota, ou bien ne soient pas vus comme des seuils de réussite. Si je peux ajouter aussi, ce que la FEC met de l'avant, c'est que les étudiants internationaux, surtout en région, représentent une valeur autant dans le niveau du financement des établissements que dans le garantissement de l'offre de formation. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que si on est amené à avoir une baisse, il y ait un véritable plan qui soit encadré puis qu'on ne laisse pas tomber les cégeps en région dans cette baisse-là, puis que des mesures concrètes aussi pour aider la vitalité des régions soient mises en place à ce niveau-là. Donc, on ne veut pas que la population étudiante internationale soit juste une coupure à faire parce qu'on veut atteindre des quotas. On veut vraiment que, dans une démarche, il y ait un contrôle puis il y ait un réel intérêt porté à ces étudiants-là parce que ça reste des personnes. Au fond, ce n'est pas juste des chiffres.
pour atteindre des statistiques et des résultats. Très bien, merci. Bien, on partage vraiment cette préoccupation-là. C'est pas juste des chiffres, effectivement. C'est des personnes, c'est des étudiants qui viennent apprendre ici, chez nous. Des fois, ça va devenir chez eux. Certains vont rester. Vous avez parlé, je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche, vous corrigerez, vous exprimerez votre pensée là, vous-même, mais une forme de marchandisation de l'enseignement supérieur qui, je pense, ne vous plaît pas trop. Or, on avait quand même constaté ça dans les années précédentes, on va dire, là, entre peut-être 2016, 2017 jusqu'à 2024. On était avec la loi 74 l'an passé. On arrive après la première année, il y aura des ajustements. Mais il y a eu je vous dirais, il y a des institutions qui ont vu les étudiants étrangers comme des clientèles à qui ils étaient capables de vendre la citoyenneté québécoise avec des programmes qui étaient parfois, je dirais, de qualité différente, disons ça comme ça. Puis je vous ai entendu parler des attestations d'études collégiales en les traitant de différentes manières. Quelle est votre analyse? Est-ce qu'on devrait privilégier davantage les DEC techniques 3 ans ou les DEC 2 ans plutôt que les attestations d'études collégiales pour les étudiants étrangers? Est-ce que c'est ce que vous dites? Pouvez-vous préciser votre pensée? Bien, on remarque que ces attestations n'ont pas comme but principal de favoriser que ces personnes étudiantes soient intégrées dans la population. On remarque que c'est des programmes qui sont rapidement ouverts de 1 an et d'où le côté de la marchandisation qui vient après, que ces étudiants font ce programme-là de 1 an, ils sont après ça directement jetés sur le marché du travail. Alors nous, à la FEC, c'est quand même une orientation qu'on déplore et qu'on trouve qui n'est pas représentative et qui ne vient pas prioriser les étudiants internationaux et les mettre de l'avant. Alors on favoriserait quand même des DEC ou des programmes complets au collégial. La FEC fait aussi mentionner qu'on met les étudiants internationaux devant un choix impossible parce qu'on leur demande soit de choisir un DEC qui va durer 3 ans ou de choisir un AEC qui va leur permettre rapidement d'avoir accès au marché du travail. Actuellement, surtout avec l'arrêt du PEC, on se rend compte que la personne a besoin d'une expérience de travail. Elle va aller rapidement. Donc, évidemment qu'elle veut avoir accès au marché du travail pour rapidement avoir sa résidence. Mais quand on passe par les AEC, on ne fait pas justement de cours de littérature, on ne fait pas de formation générale, qui est l'aspect principal du réseau de l'enseignement collégial, qui se démarque comme ça. Donc, vraiment, à cet aspect-là, on souhaite juste mentionner qu'il y a aussi d'autres mécanismes à mettre de l'avant dans le réseau collégial pour reconnaître les acquis et les compétences des personnes immigrantes, puis peut-être plus faciliter justement leur intégration à la société, sans pour autant les obliger à se sous-qualifier par rapport à leurs connaissances dans leur pays de provenance. Donc, on met vraiment de l'avant qu'il faut améliorer les mécanismes de transition entre les études et l'expérience du pays de provenance quand on arrive au Québec, plutôt que de les obliger à rapidement se former dans des AEC qui sont très disparates à travers le réseau en entier. Si je comprends bien, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent ici essentiellement pour avoir la résidence permanente. Puis il faut recadrer les actions gouvernementales pour avoir réellement des étudiants internationaux qui viennent ici chercher une formation de qualité comme on est capable de la donner dans notre réseau d'enseignement supérieur et pas simplement une voie rapide vers la résidence permanente. Il faut aussi respecter notre capacité d'accueil, puis s'assurer de prioriser, je pense, la répartition de ces étudiants-là, surtout dans les institutions en région. Ça nous permet de garder des programmes en région bien ouverts, puis d'utiliser d'une certaine manière notre réseau des cégeps et des universités aussi dans notre vision d'intégration nationale, en favorisant non pas des formations très, très courtes, mais des formations qui sont réellement qualifiantes, mais qui participent à l'intégration à la nation québécoise. Est-ce qu'il y avait une question par rapport à ça? Je me demandais quelle est votre analyse par rapport à ça. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous m'avez dit, bon, les formations courtes, ça permet peut-être moins bien l'intégration. Mm-hmm. Mais oui, c'est partiellement ce que l'analyse de la FEC montre, puis met de l'avant. Ce qu'on met aussi de l'avant, c'est qu'il faut aider les personnes à s'intégrer à la population québécoise avant d'arriver au Québec, pendant leurs études et après sur le marché du travail. On n'a pas beaucoup de données non plus sur les étudiants internationaux, sur qu'est-ce qui arrive d'eux. Donc,
on souhaite vraiment mettre de l'avant l'importance de l'accompagnement. Peut-être dans notre mémoire, on met aussi de l'avant des programmes de parrainage avec les étudiants québécois d'origine québécoise. Vous parlez de la langue française, puis vous n'êtes pas trop favorable avec la hausse des critères linguistiques sur l'admissibilité. Il me semble que dans un contexte où les indicateurs sont au rouge en ce moment sur la langue française, là, langue parlée à la maison, langue de travail, langue de consommation de biens culturels, c'est notre responsabilité, à nous tous, de tout faire pour que les nouveaux arrivants, les nouveaux étudiants soient, je dirais, dans la colonne des plus, là, c'est-à-dire des gens qui viennent ici vivre en français puis nourrissent notre francophonie. Pourquoi prendre ce biais où on accorde moins d'importance à la langue française pour ce qui est des étudiants étrangers? Bien, dans le fond, ce que la FEC met de l'avant, surtout, c'est que c'est important de préserver la langue française, puis on est bien d'accord avec ça. Toutefois, si on regarde les dernières débouchées, mais on voit qu'il y a eu des coupures importantes dans les centres de francisation au Québec, ce qui fait en sorte que ça ne coordonne pas justement avec la volonté d'aider les gens à s'établir et à parler français parce qu'il y a des coupures massives, les cours sont de soir. Je me rappelle qu'un étudiant m'avait dit qu'il voulait avoir accès à un cours de français, puis il ne l'a jamais eu par son collège. Donc, il y a comme une contradiction à ce niveau-là, puis ce que la FEC craint surtout, c'est que pour atteindre le quota, au lieu d'investir dans la francisation, on choisisse des pays de provenance qui ont déjà de base la langue française, au risque peut-être de se concentrer sur 3-4 pays spécifiques au lieu d'élargir justement notre ouverture au monde et aux différentes cultures. Je comprends. Je veux juste quand même préciser quelque chose. Là. Le budget qui est consacré à la francisation est en augmentation depuis 4 ans. C'est important de le mentionner. L'an passé, 289,6 millions en 24-25, presque 300 millions de dollars en francisation, une augmentation de 20 par rapport au budget de 23-24. 20 d'augmentation sur une année, c'est quand même énorme. En 24-25, on a francisé, il y a plus de 90 000 personnes qui ont participé au processus de francisation au Québec. En 2017, avant que notre formation politique arrive au pouvoir, c'était entre 25 et 30 000. Donc, ne jamais autant fait en termes de nombre absolu de personnes qui sont francisées. On n'a jamais autant fait en termes de budget investi en francisation. À un moment donné, et je voudrais que c'est une grande partie du sujet du débat lors de cette planification pluriannuelle, vient la question de notre capacité d'accueil. Je veux dire, le commissaire à la langue française nous a dit qu'il fallait investir, je pense, plus de 10 milliards de dollars si on voulait franciser tout le monde. À un moment donné, il y a une capacité de payer, il y a une capacité même si on voulait faire ça, on n'aurait pas les locaux, on n'aurait pas les profs. Donc, à un moment donné, pour que l'offre de francisation et la demande de francisation se rencontrent, on ne peut pas juste mettre l'obligation tout le temps sur le gouvernement québécois, puis donc sur les contribuables, de toujours en faire plus. Il faut aussi, à un moment donné, s'assurer que la demande rencontre l'offre. Il y a plusieurs façons de faire ça, de faire venir ici des gens qui maîtrisent déjà la langue, ou de diminuer aussi le nombre de personnes qui arrivent et qui sont en demande, en besoin de francisation, parce que vous êtes au cégep, si on dit, bien écoutez, pas de problème, ça coûtera ce que ça coûtera, de toute façon, on mettra ça sur la dette, bien, c'est vous et vos membres qui allez ramasser la facture de ça. À un moment donné, la dette, moi, je serai à la retraite, mais vous serez coincés avec ça si on continue. Donc, moi, cette perspective-là d'équité entre les générations, je l'ai vraiment beaucoup. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une espèce d'équilibre entre l'accueil de talents venus de partout, pas seulement de la francophonie. Là-dessus, je vous rejoins. Il ne faut pas avoir des œillères puis dire qu'il n'y a plus personne qui ne parle pas français qui va entrer au Québec comme étudiants internationaux. Mais il faut aussi avoir une part de réalisme sur notre capacité à faire les choses aussi. Puis là, je vais vous, parlant de réalisme, de capacité d'accueil, je vais vous parler de capacité de loger les gens. Vos membres, en ce moment, ont de la difficulté à se trouver un logement, puis quand ils en trouvent un, ils ont peut-être de la difficulté à le payer. On peut bien dire, bien, c'est pas grave, on a juste à demander plus d'aide financière au gouvernement du Québec. Mais encore une fois, on va l'emprunter, mais on va l'emprunter en votre nom, cet argent-là. Et c'est vous qui allez avoir la facture de la dette. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait, dans cette perspective-là, s'assurer de préserver nos programmes, mieux sélectionner les gens,
mais diminuer le nombre d'arrivées d'étudiants étrangers pour une question de finances publiques, pour une question d'équité intergénérationnelle, pour une question aussi d'accessibilité à un logement abordable pour vos membres. Mais je suis d'accord avec ça. Par contre, ce qu'on remarque, c'est vraiment peut-être un manque de cohérence avec ce qu'on souhaite puis ce qui se passe actuellement. Je pense que il y a moins de quelques mois, on a ouvert un nouveau centre d'études de recrutement au Japon. Il y a des centres de recrutement au Sénégal, dans d'autres continents d'Afrique, qui promettent aux étudiants de venir s'installer en disant « vous allez avoir accès au logement, vous allez avoir accès à des études bien payées », ce qui fait en sorte que... Pardonnez-moi. Ce qui fait en sorte que si ce recrutement-là à l'international aussi, on ne peut pas juste demander aux compagnies d'inviter les gens à venir, mais après de dire, une fois qu'ils ont fait toutes les démarches justement pour s'en venir, bien, ils se voient les portes fermées ou ils se voient montrer que leur réalité est complètement différente. On a beaucoup aussi de témoignages d'étudiants qui nous disent que la population étudiante internationale est dans une précarité et très pauvre aussi. Donc, eux aussi, ils sont extrêmement vulnérables à cette augmentation-là du coût de la vie, puis ils ne sont pas prêts quand on leur vend justement ce rêve d'études-là au Québec. Donc, je pense que ce qu'on souhaite aussi, c'est que ce ne soit pas une coupure directe. On veut qu'il y ait une transition équitable qui soit faite, puis qu'au niveau de l'acceptation et du recrutement, il y ait une concordance faite à ce niveau-là. On veut des histoires à succès, essentiellement. Donc, ce n'est pas plus on accueille d'étudiants étrangers, de ma perspective, je ne mets pas des mots dans votre bouche, mieux c'est. L'idée, c'est que les gens qui arrivent ici aient les moyens de vivre ici, de se loger décemment, de se nourrir sans fréquenter les banques alimentaires, parce que plusieurs banques alimentaires nous disent qu'essentiellement, ils donnent des services soit aux travailleurs étrangers temporaires, soit des étudiants internationaux. Donc, ce qu'on ne veut pas, on veut que les gens ici vivent des histoires à succès. En terminant. Je sens que c'est votre préoccupation. Merci pour votre présentation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, cette première partie d'intervention est terminée. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle et du député de l'Acadie pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre, collègues, Madame la sous-ministre. Merci d'être là. Merci pour votre mémoire, Monsieur Zéphir, Madame Bergeron, Isabelle. Merci pour votre exposé. J'ai quelques questions pour vous et je vais commencer avec la capacité d'accueil. Parce que Monsieur le ministre y faisait référence. C'est un terme qu'on entend souvent. La capacité d'accueil est dépassée, il faut tenir compte de la capacité d'accueil. Mais quand on lit plusieurs mémoires, puis on en a lu évidemment avant le vôtre, on nous a dit beaucoup que c'était un concept qui était très flou et pas très scientifique. Et vous en parlez également dans votre mémoire, vous en parlez à la page 7, mais vous en parlez aussi à la page 18 de votre mémoire. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est sûr que quand on entend des politiciens dire « Écoutez, la capacité d'accueil est dépassée », ça frappe dans l'imaginaire, c'est certain. Mais vous semblez dire, si je vous ai bien compris, au fond, que c'est peut-être un concept qui est tellement flou qu'au fond, on a un peu de difficulté à définir ce que c'est. Votre idée là-dessus? C'est sûr que Désolé. C'est sûr que du côté de la FEC, on a un certain malaise parce que quand on parle d'accueil des étudiants internationaux, on parle de différentes problématiques reliées à celles-ci, mais en toute définition, on n'a pas une définition claire de qu'est-ce qui constitue une capacité d'accueil. Puis concrètement, quand on parle de logement, on parle de ressources pédagogiques, d'intégration. Alors, venir dire que c'est cette capacité d'accueil-là est problématique, bien, sans avoir une définition ou sans avoir des barèmes clairs de comment cet accueil-là est fait et comment cette population étudiante peut être intégrée à la société québécoise. Nous, c'est sûr qu'on a un certain malaise à ça, surtout qu'on ne peut pas venir couper dans ces populations-là, venir couper dans des ressources qui leur sont offertes si on n'est pas capable de définir clairement qu'est-ce qu'une capacité d'accueil et c'est quoi les retombées de celle-ci. Définitivement. Puis la FEC a quand même une résistance à l'utilisation actuelle parce que, justement, on utilise le mot « capacité d'accueil » pour justifier que
il y a un trop-plein dans les cégeps. On parlait d'infrastructures l'an dernier beaucoup. Les infrastructures sont pleines à craquer. Les établissements sont plus capables de mettre des gens dans leur salle de classe. On va même à envisager des solutions où extendre les heures de cours jusqu'à 20 heures, ce qui, franchement, n'est pas super pertinent pour l'accessibilité et la réussite étudiante. Puis, on met justement cette impossibilité-là sur des infrastructures en utilisant la capacité d'accueil et en disant que c'est les étudiants internationaux qui sont la variable à faire changer cette capacité d'accueil-là, alors que dans le réseau collégial, ils représentent 4 % dans le réseau des cégeps. La FEC met un point à dire qu'on ne peut pas mettre sur le dos de la population étudiante internationale les raisons et les manques de place dans les cégeps. Je vous entends. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que le pourcentage des étudiants internationaux dans les cégeps, c'est 4 %. Plus ou moins. Plus ou moins, OK. Et ça, vous couvrez l'ensemble du réseau dans le cadre des analyses ou des statistiques que vous avez faites. Donc, je comprends, en fait, votre point de vue, et corrigez-moi si je fais erreur, c'est au fond, c'est de dire, écoutez, c'est 4 % là, fait que, comme on dit chez nous, pousser, mais pousser égale. On ne peut pas tout leur mettre sur le dos. Est-ce que c'est un peu ce que vous nous dites? Oui, en effet, ça peut bien résumer la pensée. D'accord. Je vous remercie. Vous parlez aussi, à la page 9 dans votre mémoire, du projet de loi 74. J'ai siégé pour l'opposition officielle avec ma collègue, la députée de Mont-Royal-Outremont, dans le cadre de l'avancement et l'adoption de ce projet-là. On avait beaucoup de critiques à l'époque. On en a encore, mais là, maintenant, c'est une loi. Alors, on respecte ça. Maintenant, vous dites il y a des divergences d'intérêts entre le MIFI et le MES, et ça semble être un peu compliqué à s'y retrouver. Pouvez-vous élaborer davantage là-dessus? Oui, effectivement. Bien, comme on peut le regarder justement par la planification pluriannuelle, on met sur l'immigration permanente des besoins au niveau de la francisation, au niveau de l'économie, au niveau de la rétention. Puis, c'est des chiffres très hauts par rapport à la responsabilité de l'enseignement supérieur sur sa population étudiante collégiale, dans le sens où son but, elle, c'est vraiment de faciliter l'expérience étudiante, de la rendre agréable, de stimuler justement la réussite académique dans les établissements. Et cette pression-là qu'on met sur la population étudiante internationale en suivant des quotas serrés, en suivant des chiffres et des statistiques de francisation, mais c'est là où ça vient peut-être entrer en désaccord avec la mission du MES, qui est vraiment de faciliter l'enseignement supérieur et de le rendre accessible aussi à toute personne qui en ont le besoin. Très bien. Je vous remercie. À la page 10 de votre mémoire, vous avez aussi plusieurs observations en ce qui a trait à la suspension du PEC. J'aimerais que vous en parliez davantage. Ma compréhension, c'est que le PEC, c'est un excellent programme. Il est suspendu présentement. Quel est l'impact de la suspension? Puis vos recommandations là-dessus? Est-ce qu'on devrait le remettre, le réouvrir? Je comprends qu'il y a un autre programme présentement au ministère qui se fait sur invitation. C'est un peu différent. Mm-hmm. Mais parlons du PEC et de sa suspension. Quel est l'impact? Qu'est-ce que vos membres vous disent, au fond? Et est-ce qu'on devrait, à un moment donné, faire en sorte qu'il soit réouvert? C'est sûr que ça fait en ce moment plusieurs mois que le PEC les diplômés est suspendu, puis ça a quand même un réel et un gros impact sur le réseau collégial. Nous, ce que la FEC prône beaucoup, c'est le rétablissement du PEC avec les recommandations qu'on met de l'avant. On ne veut pas que les critères soient revus à la hausse d'admissibilité au programme. Puis c'est aussi à noter que c'est un programme, quand même un très beau programme d'attractivité de la population étudiante internationale. C'est un programme, c'est des incitatifs qui permettent
aux personnes étudiantes de venir. Puis nous, on a eu beaucoup d'échos là-dessus que à cause de la suspension du PEC, ça a été justement un frein à plusieurs personnes étudiantes de venir étudier au Québec, ne sachant pas où leur avenir aura des débouchés. Alors, ça a quand même de grosses retombées sur cette population. Puis, ce que la FEC prône aussi, c'est une réforme du PEC qui doit préserver un accès juste et prévisible pour les personnes étudiantes collégiales et accompagner des statistiques positifs à la régionalisation. Alors, on est quand même on est pour un retour du PEC avec certains changements, mais c'est sûr que ça a quand même un gros impact en ce moment sur notre population étudiante. Je vous remercie. J'ai retenu un mot dans vos explications, et c'est le mot prévisible, donc prévisibilité. Avant l'action gouvernementale qui a suspendu le PEC, aviez-vous été consulté? Non, on l'a vraiment appris le jour même dans les nouvelles. Vous l'avez appris comme moi. Évidemment, je suis un lecteur de la Gazette officielle, c'est peut-être pas tout le monde, mais bref, pouf, c'est apparu. Je comprends qu'il y avait déjà des gens qui étaient ici, puis là, ils espéraient que ça continue. Est-ce que vous avez des témoignages parmi vos membres de l'impact que ça a? Bien, c'est sûr que le PEC, son but, c'était de faciliter justement une transition entre ton permis d'études et plus tard, après. Puis, nos étudiants nous mentionnent vraiment une incertitude face à qu'est-ce que je vais faire une fois que mon diplôme va être fait ou pour quelconque raison. Là, actuellement, dans le réseau collégial, il y a ce qu'on appelle des contrats de réussite, ce qui fait en sorte que si tu échoues plus de la moitié de ton cours, tu es expulsé de ton établissement. Puis, bien, cette situation-là touche aussi la population étudiante internationale. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, où tu te fais exclure de ton établissement, bien, ces personnes-là, étudiantes internationales, ne sont pas certaines de pouvoir rester au Québec, puisque maintenant, ils ne sont plus considérés comme aux études à cause de leur contrat de réussite. Puis c'est à noter aussi qu'en ce moment, le programme des travailleurs ne vient pas répondre aux besoins. On peut facilement penser qu'à cause de l'autre programme du PEC, ça vient répondre aux besoins de la population étudiante internationale, mais ce volet-là, PSTR ne vient pas répondre à ce besoin-là. Nos étudiants ont vraiment besoin du volet diplômé et c'est ça qui les aide justement à vouloir continuer leur processus au Québec, à vouloir s'épanouir et rester au Québec. Alors, le volet travailleur ne vient pas répondre à ce besoin en ce moment. Et j'écoutais attentivement les questions de M. le ministre. C'est vrai qu'avec des étudiants étrangers, bien, souvent, la majorité vont retourner. En fait, ils viennent chercher ici un enseignement de très grande qualité, une expertise, puis souvent ils retournent. Mais il y en a qui veulent aussi rester. C'est un peu normal. C'est un très beau coin, le Québec. Moi, je les comprends très bien. Très privilégié de rester ici. Et dans plusieurs secteurs où il y a de l'enseignement collégial qui se fait, on a une pénurie de main-d'œuvre. C'est ce qu'on nous dit également. Donc, le PEC, au fond, répondait à ce besoin-là du Québec. Êtes-vous d'accord avec moi? Bien, effectivement, c'est sûr que le programme d'excellence québécoise pour les diplômés répondait à cette pénurie de main-d'œuvre, répondait aux besoins d'assistance dans certains programmes, de fréquentation de plusieurs programmes collégiales, notamment en région. Puis, venir suspendre ce programme-là, ce volet-là, amène plusieurs réflexions aux personnes étudiantes de rester. En fait, le fait de suspendre ce programme-là incite plus les étudiants à savoir s'ils vont rester au Québec que comme il était avant. Il y a une plus grande majorité, il y a un plus grand pourcentage d'étudiants qui sont enclins à rester au Québec puis à habiter là et à continuer leur cursus grâce au volet diplômé qu'en ce moment, s'il est suspendu. Vous parlez aussi, à la page 11 de votre mémoire, de la particularité du réseau collégial. J'aimerais, c'est ma dernière question, j'aimerais vous entendre là-dessus. Souvent, en immigration, je dis que ce n'est pas juste des chiffres, c'est des personnes. Puis que très souvent aussi, le mur à mur, ça ne donne pas de très bons résultats, compte tenu des régions du Québec. Il est préférable de faire du sur-mesure.
qu'est-ce que vous entendez de vos membres sur les cégeps, mais en région, et l'impact de ces mesures sur les cégeps en région? Malheureusement, le temps est écoulé. Alors, cette autre ronde de discussion vient de prendre fin. On va terminer avec le député de Laurier-Dorion pour une période de 4 minutes 8 secondes. Le temps est à vous. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être là. Écoutez, j'ai lu un article qui est apparu aujourd'hui dans Le Soleil où des recteurs des universités du Québec disent que la baisse des étudiants, et c'est le titre, la baisse des étudiants internationaux menace des programmes en région. Est-ce que pensez-vous que cela ça peut s'appliquer aussi aux programmes collégiaux en région? C'est sûr qu'on a certains établissements, on parle notamment du cégep de Chicoutimi, du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ou encore le cégep de la Gaspésie, où certains programmes ont ou presque que des étudiants internationaux et favorisent aussi la venue d'étudiants québécois. Alors, c'est quand même vrai, puis on le remarque, puis nos membres nous l'ont dit, nos délégués représentants d'associations étudiantes nous ont mentionné justement le fait que quand on parle justement, on reparlait de la suspension du PEC, ça les impacte directement parce que ça vient toucher la vitalité de certains programmes qui dépendent des étudiants internationaux. Effectivement, puis dans notre mémoire, on a mentionné justement que l'ouverture de 37 programmes techniques dépend directement de la présence de la population étudiante internationale. Donc, 86 de ces programmes se retrouvent dans des cégeps de région. Donc, oui, c'est un problème bien concret dans le réseau collégial. Donc, s'il y a une baisse qui est effectuée par le ministère de l'Immigration, ça va fragiliser en général les cégeps, surtout les cégeps les plus excentrés, les cégeps en région, ce qui va affecter aussi la population native, québécoise. Oui, c'est certain. Puis ça vient fragiliser, puis ça amène certaines, peut-être, fermetures de programmes, fermetures de classes qu'on veut éviter dans le réseau collégial. Alors, ça vient mettre en péril, justement, la survie de certains programmes, puis de certaines programmations et certains cours au niveau collégial. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que les étudiants internationaux apportent aux économies, aux communautés locales, surtout en région. Bien, le premier aspect, c'est vraiment qu'un grand financement des cégeps se proviennent justement des programmes ouverts, des formations ouvertes et du nombre de personnes dans leur établissement. Donc, quand on vient réduire cette population-là, qui est une population étudiante, peut quand même représenter jusqu'à 63 % de la population étudiante en région, mais c'est un financement, premièrement, dans les établissements qui se retrouve grandement diminué et actuellement, ce n'est pas nécessairement l'enveloppe actuelle du financement de fonctionnement des cégeps qui peut couvrir une baisse dans les offres de formation, obliger des formations à fermer, etc. Ensuite, la population étudiante internationale, surtout en région, ont tendance à rester justement dans ces régions-là. On parlait justement de rétention. Bien, l'enseignement collégial est très niché aussi, ce qui fait en sorte que c'est peut-être un peu plus difficile d'obtenir un diplôme et de repartir dans son pays de provenance, ce qui fait en sorte que quand on obtient un diplôme au collégial, on aura tendance à rester au Québec après ça. Puis après, c'est directement une influence sur l'économie, sur tout ce qui est activité dans les centres et dans les régions. Christopher l'a bien mentionné, là. Donc, on parle de Sept-Îles, on parle d'Abitibi, on parle de Chicoutimi, de Gaspésie. Puis, surtout pour l'aspect local, je pense que c'est important de rappeler puis de mentionner que ces étudiants contribuent à la richesse locale de certaines provinces que favorise la francophonie, participent à la vie citoyenne aussi, travaillent. Alors, ces étudiants internationaux apportent une grande richesse à la population québécoise, puis c'est important pour nous que les étudiants ne soient pas les grands perdants de cette situation. En terminant, dans ce scénario-là, vous vous placez pour une hausse d'admission d'immigration au Québec, un maintien ou une baisse? c'est ce qui met fin aux audiences pour cette partie-ci. Madame, Monsieur, je vous remercie infiniment d'avoir pris part à nos travaux. Je vais suspendre quelques instants le temps de recevoir les prochains invités. Merci.